Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième partie de la journée. Donc cet après-midi, nous allons parler de décarbonation avec deux moments forts. Une première partie avec un keynote de M. Driss Ben Hima et une deuxième partie avec un panel sur la thématique port, transport et logistique face aux enjeux de la décarbonation. Je me souviens de la première fois où Ali Brada m'avait appelé pour me demander d'animer un panel sur la décarbonation. Le sujet était encore nouveau, c'était en 2022 et c'était à l'occasion des rencontres régionales de la logistique à Tanger. Je me rappelle très bien, on commençait à peine à parler de CBAM, on commençait à parler de décarbonation du transport et de la logistique. Et ce jour-là, c'était un jour qui nous avait marqué parce c'était la Coupe du Monde au Qatar. Et il y avait un match du Maroc, bien sûr que nous avons gagné. Et donc ça a été de bon augure. Depuis, aujourd'hui, il ne se passe pas une seule conférence, une seule table ronde sans qu'on parle de décarbonation. Donc le sujet a fait un petit bout de chemin. Pas parce que voilà, c'est à la mode, d'abord parce qu'il y a une réglementation internationale qui s'impose à nous de manière concrète, mais aussi parce que les acteurs économiques ont compris que la décarbonation, c'est un enjeu de compétitivité. Et si on le voit à travers l'angle de la compétitivité, du coup, ça crée tout de suite l'intérêt des opérateurs économiques. Donc pour nous introduire sur le sujet, j'ai le plaisir d'inviter un grand homme d'État, ancien ministre, directeur général de l'ONE, PDG de la RAM, Wali de Casablanca, M. Driss Ben Hima, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a le... Merci. Parfait. Oui. Mesdames, Messieurs, je suis un peu intimidé de parler devant une audience aussi experte dans les domaines dont je vais parler. Et je pense que ce qui a été dit avant moi, Madame Jojondi, disons, présente bien le problème. Mais vous allez voir qu'effectivement, ce que je suis venu vous présenter, c'est vraiment un problème. On est dans une situation, je ne dirais pas bloquée, mais dans laquelle beaucoup d'incertitudes apparaissent, beaucoup de menaces, et les opportunités à aujourd'hui sont difficiles à identifier. Le transport logistique mondial, est en forte expansion. On pense qu'entre 2015 et 2050, le transport va augmenter ses émissions de carbone, de CO2, de 60%. C'est-à-dire, si rien n'est fait, la tendance, disons, d'expansion du transport mondial fait que la pollution par le transport de l'atmosphère ne pourra que grossir. Quand on cherche à savoir quelle est la proportion des émissions de carbone qui sont dues au transport par rapport aux autres sources, les autres sources, c'est l'industrie, bien évidemment, mais c'est aussi, par exemple, l'agriculture. L'élevage est une activité qui est une forte productrice d'émissions à gaz de fer. Donc quand on cherche ce chiffre, on nous dit entre 10 et 15%. Moi, je trouve que c'est un peu imprécis, mais c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, à quoi est due cette expansion et l'expansion qui va venir, n'est-ce pas, du transport mondial? Elle est due à la mondialisation. On est parti d'un monde dans lequel chacun fabriquait tout ce qu'il était capable de faire et n'importait que ce qu'il n'était pas capable de faire. La mondialisation, c'est légèrement différent. On ne produit que ce qu'on fait mieux que les autres et on achète tout ce que les autres font mieux que vous. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un village planétaire. La mondialisation, c'est un village planétaire et les biens et services circulent dans tous les coins du monde, avec des aberrations dont je parlerai tout à l'heure. Vous savez, un lavabo, c'est de la terre cuite pleine de trous. Ce n'est pas technologiquement très élevé. Eh bien, ces produits qui n'ont aucune raison de voyager, à part le fait qu'ils sont faits moins chers en Chine, traversent le monde entier pour être exportés. C'est une aberration d'un point de vue industriel. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister.
Je vais parler aussi des cartes à puce tout à l'heure. Les cartes à puce électroniques, elles font le tour du monde entre le moment où on commence à la fabriquer et le moment où on la met sur le marché. Donc la mondialisation a exacerbé le besoin en transport. Elle se présente donc comme une industrie, une économie, un secteur producteur de CO2 et avec des besoins de produire encore plus de CO2, puisque le transport n'est pas en diminution dans le monde. Alors on dit peut-être que les politiques protectionnistes qui sont maintenant à la mode, qui sont soutenues par le gouvernement américain, pourraient changer les choses, mais je ne suis pas sûr non plus que ces politiques, elles devaient durer 90 jours, elles n'ont pas duré 90 jours, on va les remettre sur le tapis. Bref, il va se passer des choses. Dans ce monde et dans cette mondialisation, ce qui intéresse surtout les opérateurs, c'est l'efficacité, c'est le coût, c'est la fiabilité. Autrement dit, la performance économique, pas l'impact environnemental. Et il n'existe pas de débouché technologique aujourd'hui fiable, économique, pour remplacer, on va dire, les moteurs thermiques, les turbines d'avion, les turbines de cargo et les moteurs diesel. Il y a des technologies durables et qui ne consomment pas et qui ne produisent pas de CO2 qui existent. Mais il n'y a pas d'invention miracle qui fait qu'on peut imaginer qu'on va avoir ces instruments moins chers que ceux d'aujourd'hui. Donc si on veut passer à la décarbonation, forcément, il y a un coût supplémentaire dans le transport, on va y revenir. Donc les technologies propres et décarbonées existent, mais restent lourdes en investissement et chères à mettre en œuvre. Ce qu'on peut dire donc, c'est que ce n'est pas le secteur en lui-même qui est promoteur de la décarbonation. Les transporteurs, les logisticiens, ils n'ont aucun intérêt propre, si c'est un intérêt de citoyen de voir la planète plus propre. Mais en tant qu'entreprise, la logique de l'entreprise ne va pas spontanément vers la décarbonation. Or, cette décarbonation, elle est de plus en plus exigée par les réglementations. En fait, ce sont les responsables au niveau mondial qui s'intéressent à l'avenir de la planète, qui mettent en exergue la menace que fait poser le changement climatique et l'effet de serre sur la planète, qui d'une manière top-down veulent imposer la décarbonation de l'économie mondiale, n'est-ce pas, et donc celle du transport, avec des différences qu'on ne s'explique pas. C'est le transport routier qui est responsable à 75% des émissions de carbone dans le domaine du transport. C'est le chemin de fer qui est le plus écologique. Le transfert, c'est 3%. C'est 3% parce qu'on considère que l'électricité qui fait tourner les locomotives, c'est quelqu'un d'autre qui produit le CO2. C'est un peu biaisé comme raisonnement. En tout cas, vous avez 75% le transport routier et à peu près 11-13% le transport aérien d'un côté, le transport maritime de l'autre. Et qu'est-ce qui est le plus menacé? Qu'est-ce qui est le plus accusé? C'est le transport aérien, avec ce qu'on appelle maintenant le flight bashing, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion. Avec des conséquences déjà aujourd'hui, l'université de Lausanne, par exemple, elle interdit à ses professeurs de prendre l'avion pour un trajet de moins de 800 km. Moins de 800 km de Lausanne, ça fait déjà loin. Et donc ça fait des trajets en train importants. Mais c'est le flight bashing. Par contre, le road bashing, on n'en entend pas encore beaucoup parler. Donc c'est l'Union européenne qui a pris la tête de cette transformation à coup de régulation lourde. Alors Madame Jroundi a parlé du CBAM. Moi, il a fallu que j'aille chercher ce que ça voulait dire. Carbon Border Adjustment Mechanism, adopté par le Parlement européen le 18 avril 2023 et par le Conseil de l'Union européenne le 25 avril 2023. Donc je ne vais pas citer toutes les réglementations qui se mettent en place. Le CBAM en est une, mais vous avez aussi le système ETS, le système Fuel EU maritime et l'AFIR qui pousse au développement d'infrastructures pour les véhicules propres. Dans le cas de l'aviation, on a le programme Corsia qui est extrêmement ambitieux et qui dit que pratiquement en 2050, eh bien, les carburants pour avions devront être largement décarbonés.
Et ça va à des choses qui sont aussi très surprenantes, contradictoires. Aujourd'hui, l'Union européenne impose des taxes aujourd'hui aux compagnies aériennes qui n'ont pas assez de pourcentage de fuel décarboné dans leur kérosène. Et ces produits n'existent pas. Et les compagnies aériennes, comme Royal Maroc, payent des taxes à l'Union européenne parce qu'elles n'utilisent pas des produits qui ne se trouvent pas sur le marché. Alors l'Union européenne, elle a toujours la réponse, elle dit non, c'est parce qu'avec ces fonds, nous finançons le développement des techniques décarbonées. Ces taxes et ces contraintes deviennent des conditions d'accès au marché, avec parfois, bien sûr, l'envie altruiste et tout à fait positive de décarboner le monde, mais aussi en termes de barrières d'entrée. Et on va en parler plus tard, parce que plus on met des barrières d'entrée sur la décarbonation, et plus on favorise un type d'opérateur particulier dans le domaine du transport. C'est ce que je veux dire par là. Cette dynamique de décarbonation, impulsée par la réglementation internationale, elle est en fait déséquilibrée. Sur Terre, le fret routier est dominé par les PME qui n'ont ni les moyens ni les incitations pour investir. L'électrification reste marginale, limitée aux derniers kilomètres. Les infrastructures de la mobilité électrique sont trop rares et trop inégales. Et pourtant, c'est le fret routier qui est le plus concerné parce qu'il représente 75% des émissions de carbone du secteur de la logistique. Alors, prenons notre cas à nous. Et il y a des opérateurs dans la salle de la mobilité électrique. Aujourd'hui, le nombre de bornes de recharge rapide ne dépasse pas quelques centaines dans notre pays. À un moment où les constructeurs de voitures européens annoncent que dans quelques années, eh bien, ils ne vendront plus de véhicules à moteur thermique. Certains disent déjà qu'ils ne vendent plus de moteurs diesel. Porsche ne vend plus de voitures diesel. Dans les airs, il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces, mais il y a peu de développement concret. Il y a une compagnie aérienne nationale qui a annoncé qu'elle avait fait un vol entièrement avec du carburant décarboné. C'est exact, c'est bien ça. C'est bien en termes marketing, c'est bien en termes d'image, mais ce n'est pas demain la veille que cette compagnie et toutes les autres compagnies du monde pourront se permettre d'avoir tout leur vol fait avec du carburant décarboné. Je vais dire quelque chose maintenant que j'aurais pu dire plus tard. Une des bonnes nouvelles dans cette affaire, il n'y en a pas beaucoup, c'est que s'il y a un pays qui est bien placé pour faire des carburants décarbonés, c'est le Maroc. Alors je vous donne les chiffres que j'ai en tête. En gros, une tonne de kérosène, c'est 700 €, 700 $, 7000 dirhams. Pour faire du carburant pour avion décarboné en Europe, ce serait probablement 4 fois plus, au moins 2500 € la tonne. Dans notre pays, compte tenu des conditions de vent et de soleil dont nous disposons, nous pouvons atteindre la moitié de ce prix. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, on pourrait avoir au Maroc une production de carburant décarboné pour avion autour de 1300-1400 € la tonne. Avec les technologies d'aujourd'hui, et comme vous le savez, il y a plein de recherches sur ces questions-là, et peut-être qu'on pourrait arriver à des prix plus bas. Donc là, on aurait un facteur 2 entre le prix du carburant avion d'aujourd'hui et le prix du carburant qu'on pourrait mettre en place. Ceci étant, il faut comprendre qu'on parle de 30 milliards de dirhams d'investissement pour faire 10% des besoins du pays en produits, en hydrocarbures. 30 milliards de dirhams. Donc on se rend compte que oui, il y aura des gros investissements, il y aura de la production, mais on est très loin de la capacité de décarboner à 100% les carburants avions. Et comme je l'ai dit, l'aviation est peut-être le domaine qui est le plus critiqué aujourd'hui en termes de décarbonation. D'abord parce que c'est un secteur qui est très visible, parce que c'est les hommes, c'est les gens, c'est les personnes qui montent dans les avions, et que deuxièmement, il faut aussi considérer que le CO2 produit par kilo transporté, eh bien le maximum c'est par les airs.
Hein. La même personne qui fait 70 kg, fait Casa-Tanger en TGV, il y a une empreinte carbone. La même qui le ferait en avion, l'empreinte carbone n'a rien à voir, elle est beaucoup plus élevée. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'aviation comment dirais-je, est mal perçue. Le transport maritime, même chose, c'est à peu près le même pourcentage d'émissions décarbonées. Et là, il y a des possibilités. Alors, il y a deux grosses compagnies qui fabriquent des moteurs de bateaux. Une qui s'appelle Wärtsilä, l'autre qui s'appelle MAN, qui est en Allemagne, et qui viennent de réaliser les premiers moteurs pour bateaux fonctionnant à l'ammoniac. Et l'ammoniac est beaucoup plus facile à fabriquer à partir de soleil et de vent que les carburants de synthèse. L'inconvénient de l'ammoniac, c'est que les vapeurs nitreuses, si c'est mal réglé, c'est pire que le CO2. C'est pire que le CO2. Donc si on fait des moteurs à l'ammoniac, encore faudra-t-il s'assurer que la maintenance est parfaite tout le temps, sinon le remède est pire que le mal. Mais c'est là où peut-être on a le maximum d'investissement qui est fait par les géants du secteur. Les géants du secteur du maritime sont déjà engagés dans des investissements pour des bateaux qui consomment moins d'hydrocarbures et qui relâchent moins de CO2. Avec un secteur qui travaille à deux vitesses et qui se sert de certaines niches de clientèle pour qui le prix d'un transport décarboné, beaucoup plus cher que le transport carboné, ne se pose pas. Il y a deux secteurs qui me viennent à l'esprit. Il y a le secteur du luxe, c'est-à-dire que LVMH, les gens qui fabriquent les foulards, les sacs, les bijoux, les parfums, le prix du produit par rapport à son poids est tellement élevé que ça ne les dérange pas de payer un premium au transport. Et eux sont en train de s'équiper et font des contrats, n'est-ce pas, avec des armateurs qui leur promettent des cargos à voile ou des cargos partiellement à voile. Et vous avez aussi Arianespace, le fabricant de fusées européennes, qui lui utilise déjà un cargo qui fonctionne partiellement à voile. C'est 20% d'économie du combustible. Ce n'est pas 50%, ce n'est pas 60%, c'est 20%. Donc là encore, on est plus dans un effet d'image que dans un processus réellement industriel. Moi, je sais que je suis en train de vous déprimer, mais c'est ça ce que je suis venu vous dire. Vous dire c'est vraiment un problème dans lequel je n'ai pas de solution. On va essayer de regarder peut-être s'il y a des pistes, mais pour vous dire que le secteur de la logistique par rapport à la décarbonation, coincé entre les technologies qui n'existent pas ou qui sont trop chères, coincé entre des réglementations qui vont s'imposer de plus en plus et des taxes qui vont arriver si vous n'êtes pas conforme à la réglementation, n'est-ce pas? Il faut s'attendre à des impacts sérieux sur les prix de revient. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut parler, dans la décarbonatation, d'une transition pour les riches. C'est-à-dire des grands groupes, le luxe, l'industrie spatiale, qui sont capables de payer le double pour le transport zéro carbone, n'est-ce pas, avec l'objectif de cocher les cases RSE, de maîtriser ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 3, c'est le calcul des émissions carbone, non pas de l'entreprise concernée, mais de ses fournisseurs. C'est-à-dire, vous fabriquez des eaux de toilette, vous allez dire demain, moi je fabrique du parfum totalement décarboné, n'est-ce pas? Formidable, mais je le transporte en avion. Ça, c'est le scope 3. Et si vous voulez dire non, toute la chaîne, y compris la chaîne logistique, est décarbonée, eh bien, c'est un autre coût, c'est autre chose à faire. Et donc, la décarbonation devient un avantage compétitif sur les marchés à haute exigence environnementale. Donc, un marché premium bas carbone émerge, bas carbone, pas forcément totalement décarboné, il émerge réservé à une élite logistique. Ce qu'on peut appeler une fracture verte qui s'installe dans le secteur de la logistique. Et comme l'a dit Mme Jouloundi, les réglementations sont déjà là, elles sont récentes, mais elles sont là, elles vont s'appliquer, il y aura des taxes à payer.
Et de la part des technocrates qui ont fait ces réglementations, ils ne se font pas d'illusions. Il n'y a pas d'alternative technologique. Il n'y a pas d'alternative technologique. Mais les taxes seront déjà là et on espère qu'avec les taxes, on espère deux résultats. D'abord, accélérer la recherche et le développement sur des solutions technologiques bon marché, décarbonées. Et deuxièmement, baisser l'envie de transporter les objets. Si on double le prix du transport entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, peut-être que, eh bien, on évitera de transporter des t-shirts, n'est-ce pas, des produits à basse valeur ajoutée, hein, qui pourraient être très facilement faits en Europe et aux États-Unis, de les ramener de Chine sous prétexte que les salaires sont plus bas. Je ne parle pas des produits technologiques, je ne parle pas des puces électroniques faites en Chine et à Taïwan, continueront à être transportées, mais je parle de tous ces biens qui sont transportés dans le monde et qui réellement ne répondent pas à une justification industrielle, mais uniquement, souvent, au différentiel de salaire entre les pays occidentaux, les pays riches et les pays émetteurs. Les normes extraterritoriales ici deviennent des barrières déguisées, c'est de plus en plus probable. Et les appels d'offres peuvent demain éliminer les acteurs non certifiés. Et dans un monde où on n'est plus protégé. Quand il y avait le monopole du pavillon au Maroc, c'est-à-dire qu'on n'avait le droit de transporter des produits marocains que des bateaux marocains, on pourrait envisager que les normes marocaines protègent les armateurs marocains par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de monopole de pavillon. Le commerce maritime dans le monde est totalement libéralisé. Et donc, si nous n'agissons pas, la décarbonatation du transport pourrait devenir une transition en faveur des plus gros opérateurs du secteur, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de se décarboner. Et pas au prix d'aujourd'hui, bien sûr, mais au moins, eux, ils auront la capacité de décarboner. Le problème, c'est que ceux qui voudraient se décarboner, même en augmentant leur prix, et qui n'ont pas les solutions technologiques ou les fournisseurs de solutions à leur portée. Alors que faire? Donc c'est là où j'essaye de faire des propositions, mais ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est ce qu'on lit dans la littérature. Une transition durable, elle ne peut pas reposer uniquement sur les sanctions. Et l'idée, contrairement à ce que fait l'Europe, c'est qu'au lieu d'avoir une transition punitive, essayer d'en faire une stratégie, comment dirais-je, assez consensuelle. Hein? D'ailleurs, des contraintes réglementaires qui soient à la fois claires, progressives et plus justes. Je veux dire que si l'essentiel des armateurs dans le monde sont constitués à 80% par une dizaine ou une vingtaine de grands groupes et qu'à côté, on a des centaines de petits armateurs qui représentent en fait une minorité de bateaux, je ne vois pas pourquoi une réglementation ne pourra pas être plus favorable, n'est-ce pas, aux petits armateurs, hein, et en même temps exiger des gros armateurs qui en volume sont les plus gros pollueurs, eux, de faire plus d'efforts. Ce serait une solution. Alors, ça a existé dans le monde pour quelque chose dont personne ne se rappelle ici, vous êtes tous trop jeunes, mais moi je m'en rappelle parce qu'à l'époque, je dirigeais Air Liquide Maroc. Air Liquide vendait des gaz pour les réfrigérateurs, pour les climatiseurs et les groupes frigorifiques des chalutiers. Et le protocole de Kyoto a interdit les fréons à partir d'une certaine date. Et ce qui a été obtenu, c'est qu'il y a un moratoire de 10 ans ou de 20 ans sur les fréons pour les pays, pour un certain nombre de pays. C'est-à-dire si on prenait l'Afrique, hein, alors à l'époque on parlait du trou dans la couche d'ozone. Ça aussi, ça ne vous rappelle rien, mais c'était un des premiers dangers environnementaux dans le monde. Il y avait un trou dans la couche d'ozone sur les pôles. Et les fréons en étaient responsables, largement responsables. On ne parlait pas du CO2 à l'époque, on ne parlait que du fréon. Et le fréon a été interdit. Et le fréon n'existe plus, c'est fini, plus personne n'utilise de fréon. Mais pendant une période, on a accepté un moratoire pour que les petits pays puissent continuer à utiliser des fréons, n'est-ce pas, sans être punis. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus personne pour en fabriquer. Et moi, je me rappelle qu'on est parti jusqu'en Inde pour trouver des fréons à importer au Maroc pendant cette période de moratoire, n'est-ce pas? Je pense que ce genre de technique est utilisable, parce que c'est bien de dire plus personne n'a le droit de décarboner.
où tout le monde doit avoir au moins 5% de carburant décarboné dans les avions. Mais il y a des poids respectifs, il y a des capacités respectives. Les petites compagnies aériennes, les petits pays, les pays du Sud, les PME. Alors je pense qu'une réglementation pourrait adapter, ça, il faudrait que ça se décide au niveau international, pourrait décider de ne pas être aussi violent avec les petits opérateurs, ceux qui n'ont pas l'accès à ces nouvelles technologies, tout en imposant les grands acteurs qui ont les moyens de développer la recherche et le développement. Voilà. Donc, et paradoxalement, puisqu'on veut inciter les gens à faire des efforts, il faut que les appels d'offres en tiennent compte. Et donc que dans les appels d'offres, hein, ça a l'air contraire à ce que je viens de dire, mais en fait ça va avec, hein, de plus en plus de normes environnementales sur les produits, donc sur la décarbonation, soient mises en œuvre pour que tous les opérateurs, qu'ils soient petits ou gros, aient une incitation à aller vers la décarbonation. Voilà. Là, je voulais montrer ce que la rationalisation des services logistiques et augmentation du coût du fret. Là, j'essayais de repérer ce que faisait une carte à puce dans le monde. Je me rappelle que SGS Thomson à Innsbruck, par exemple, faisait une opération sur les cartes à puce. Les cartes à puce venaient de Malaisie, hein, ça venait au Maroc, paf, on soudait quelque chose et ça partait à Malte. Et après, où est-ce que ça partait? D'où ça venait avant la Malaisie, ou ça partait après à Malte. Mais c'est une irrationalité industrielle. Et l'augmentation du fret, due à l'obligation de la décarbonation, elle devrait conduire à une rationalisation. Hein? Comme je l'ai dit, plus prendre le train, utiliser le train plutôt que l'avion ou le camion. Hein? Il y a une rationalisation du secteur de la logistique auquel les opérateurs doivent s'attendre, n'est-ce pas? Hein? Et aussi une diminution, à cause d'augmentation du prix du fret, une diminution du marché du fret. Mais une diminution du marché du fret à un prix qui resterait raisonnable pour les opérateurs, n'est-ce pas, et qui permettrait d'investir dans la décarbonation. Dernier point, ce qui nous vient des États-Unis. Alors tout le monde sait que le président actuel des États-Unis, il a du mal à croire au changement climatique, il a du mal à croire, n'est-ce pas, à l'impact du CO2 sur le changement climatique, et il va donner un coup de frein d'une manière ou d'une autre à ce mouvement qu'on a décrit de décarbonation. Mais constitutionnellement parlant, il n'est là que pour 4 ans. Est-ce que quand il quittera, donc il y a 2 scénarios et il y a 3 options. Le premier scénario, c'est qu'il disparaisse dans 4 ans, hein, ses idées avec lui, et qu'on revienne à la marche en avant de la décarbonation, et on pourra oublier tous les risques et toutes les craintes que fait peser l'administration américaine aujourd'hui sur la décarbonation. Parce que c'est vrai que si on lui laisse du temps, et compte tenu du poids des États-Unis, il peut totalement déséquilibrer, hein, et ça commence déjà, les producteurs de voitures en Europe, n'est-ce pas, demandent qu'on freine la décarbonation du transport routier. Ou bien, peut-être que les États-Unis vont poursuivre d'une manière stratégique les idées du président actuel, considérer que la décarbonation n'est pas un objectif stratégique, hein, et tuer complètement tous les efforts que fait l'Europe aujourd'hui en particulier sur la décarbonation. Alors là, on a dit il y a deux options et il y a 3 scénarios. Premier scénario, Trump disparaît, on revient à ce qu'on a connu jusqu'à lui. Deuxième scénario, le monde profondément va refuser la décarbonation ou elle ne va pas se mettre en place, et c'est un vrai problème. Et puis, à ce que je pense, moi, c'est que la pression de l'opinion publique éclairée américaine, des Européens et surtout de la Chine va obliger les États-Unis, quelle que soit la doctrine de leur gouvernement, hein, à revenir à une politique de mise en avant de la décarbonation. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine, technologiquement, c'est elle qui est la plus en avance sur les technologies de décarbonation. C'est elle qui a intégré le fait que la décarbonation serait un élément essentiel du monde économique de demain. Et compte tenu de son poids, ajouté à celui de l'Europe,
ajouté à celui de l'opinion publique éclairée américaine. Hein. Les gens qui, comme vous, comme moi, pensent qu'effectivement, il faut arrêter de mettre du CO2 dans l'atmosphère. Nous, au Maroc, le changement climatique, on pouvait ne pas y croire. Et puis, on a eu 7 années de stress. Hein. Il pleuvait même ce matin. On peut dire, ça veut dire que c'est juste une période de sécheresse. Non, je pense qu'on est tous convaincus qu'il y a un vrai problème de changement climatique qui est en train de nous toucher, nous. Hein, et nous sommes convaincus qu'il faut que le monde fasse quelque chose. D'autant plus que c'est 10% de l'humanité qui a fait 80 ou 90% des émissions de CO2. Les émissions de CO2, elles ne viennent pas du Maroc. Hein, elles viennent des pays occidentaux. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Donc voilà, 2 scénarios, 3 futurs possibles. Un retour assumé, une rupture nette avec l'héritage Trump après son mandat, une continuité sans frein, je ne sais pas où ça nous amène, et surtout ce que je pense moi qui va arriver, c'est une continuité corrigée et un rééquilibrage forcé. Maintien de la ligne Trump, disons en apparence, mais infléchi par la pression extérieure, et je crois que l'attitude de la Chine, c'est l'attitude qui est la plus, c'est celle qu'il faut qu'on observe de plus près, comment la Chine va réagir par rapport à la doctrine Trump qui nie le changement climatique et les dangers que la carbonation fait peser sur la planète. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Sibn Hima. Alors, je partage beaucoup de vos convictions. Il y a un principe qu'on connaît dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et qui a été inscrit dans l'accord de Paris sur le climat. C'est ce qu'on appelle la responsabilité historique mais différenciée. Comme vous l'avez dit, en fait, les pays du Nord ont une responsabilité historique dans la pollution qui a causé le changement climatique, mais elle est différenciée. Et comme nous n'avons pas tous les mêmes capacités pour faire face aux impacts du changement climatique et que malheureusement ce sont les pays du Sud qui subissent le plus les effets néfastes du changement climatique, qui ont le moins les moyens de s'adapter, fait qu'il y a ce principe de responsabilité historique mais différenciée et qui fait que les pays du Nord doivent financer l'adaptation au changement climatique pour les pays du Sud. Et justement, c'est on pourrait faire aussi le lien avec la décarbonation. Nous avons des capacités différenciées pour faire face et donc justement, il nous faut des solutions différenciées. Je pense qu'on peut essayer de prendre 2 ou 3 questions pour Sibn Hima. Monsieur Ben Hima a une contrainte, il va devoir partir à 15h30, mais on a encore le temps de prendre 1 ou 2 questions de l'audience avant de continuer avec le panel. Vous êtes tous très timides. Madame Amrani, si quelqu'un peut lui faire passer un message, un micro, Sana Amrani. Sinon, juste élève-toi, Sana, je pense que voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Sibn Hima, pour cette présentation, comme d'habitude, très éclairée. J'ai une petite question, complément, par rapport à la stratégie de l'Union européenne, justement, qui vient d'avoir un tournant important, parce qu'on ne parle plus effectivement de zéro carbone, on ne parle plus de vert à 100%. On a changé un peu de couleur. Donc, on a déjà commencé à parler de bas carbone, donc de technologie bas carbone. Quel est votre avis, en fait, sur l'impact de cette nouvelle stratégie de l'Union européenne, sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et sur les opportunités du Maroc pour proposer des solutions de décarbonation? Merci. Merci beaucoup. Je réponds, oui. C'est une très bonne question. Bas carbone, je vais vous donner quelque chose qui éclaire ce que vous avez décrit et qui est une réalité. Alors, les carburants de synthèse décarbonés existent. Ça consiste à faire de l'énergie bon marché, éolien et solaire, faire de l'électrolyse de l'eau pour sortir de l'hydrogène, aller chercher du CO2 qu'on appelle biogénique. Et on ne va pas brûler du fuel pour faire du CO2 pour le retransformer en fuel.
Et l'Union européenne est très, très vigilante là-dessus et elle exige que les carburants décarbonés, ce qu'on appelle les SAF pour l'aviation, Sustainable Aviation Fuel, soient faits à base de carbone biogénique, c'est-à-dire de carbone qui ne viennent pas disons des produits, des hydrocarbures. Oui, alors il y a deux sources. Il y a de faibles sources, par exemple la production d'alcool, n'est-ce pas, qui permet de faire ceci. Une partie de la production de ciment, parce que dans le CO2 généré par les cimenteries, il y a soit du CO2 qui vient du fuel ou du charbon qu'on met dans les fours, et une partie qui vient de la réaction chimique. Mais on ne va pas loin avec ce CO2. Et la Banque mondiale, qui en est consciente, qui sait que les sources de CO2 biogéniques dans le monde sont largement insuffisantes pour fabriquer suffisamment de pétrole pour les voitures, les avions et les bateaux, elle milite pour le transport maritime, elle milite essentiellement vers l'ammoniac. Mais j'ai dit que l'ammoniac, il y avait des problèmes aussi technologiques. Parce que je vois tout le monde parler de l'hydrogène et de l'ammoniac. Franchement, l'hydrogène et l'ammoniac, c'est deux gaz très dangereux. Ce n'est pas des choses faciles. En tout cas, c'est ce que la Banque mondiale préconise. Alors il y a une voie qui existe, qui est technologiquement faisable. Il y a même des solutions qui sont en place. C'est capter le CO2 qui est dans l'air. Capter le CO2, donc c'est la captation directe de CO2. Mais je pense que la baisse des coûts, hein, ce n'est pas avant 20-30 ans. Donc dire bas carbone, c'est la raison que je disais aujourd'hui, le seul fuel avion zéro carbone qui existe, ce sont les biocarburants. Les biocarburants, d'abord, c'est un peu une stupidité, n'est-ce pas, de planter des plantes pour en sortir du pétrole, et même les quantités sont insuffisantes. Et c'est ce que je disais, donc du coup, les compagnies aériennes n'arrivent pas à répondre aux standards exigés maintenant et payent des taxes à la place. Alors si on a inventé toute cette histoire de décarbonation que pour créer des taxes, franchement, on ne va pas aller loin. Donc ils reviennent un peu en arrière, ils acceptent le bas carbone. En plus, vous avez les fabricants de voitures européens qui sont en retard par rapport aux Chinois et qui demandent qu'on aille un peu moins vite. Et il y a aussi le fait de ne pas être trop en avance par rapport aux États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne la capacité du Maroc à répondre à la décarbonation parce que nous avons les moyens, alors on aura l'hydrogène. Hein, le CO2 bas carbone, on ne l'a pas. Hein, le CO2 biogénique, on ne l'a pas. Donc peut-être qu'au Maroc, les grands projets passeront par la captation directe. C'est qu'une question de dilution. Hein. Il y a du CO2 dans l'atmosphère et moi j'ai été très surpris d'apprendre il n'y a pas plus de CO2 en densité dans l'atmosphère à Dakhla qu'au-dessus de Casablanca. Parce que le CO2 se diffuse bien. Hein. Donc il faut s'attendre demain à avoir des espèces d'entonnoirs avec des ventilateurs qui aspirent l'air à Dakhla et qui sortent d'un côté un peu de CO2. Mais c'est vraiment pas beaucoup de CO2 pour beaucoup d'air. Hein. Mais à part ce problème de CO2, réellement pour l'hydrogène, pour l'ammoniac, qui sont quand même des produits énergétiques, et pour l'électricité, hein, en direct, hein, par l'éolien et le solaire, le Maroc, c'est vraiment un des... C'est pas le seul. Est-ce que c'est le meilleur? Nous, on est Marocains, on va dire qu'on est les mieux placés dans le monde. Mais en tout cas, on est très, très, très bien placés. Et cette décarbonation, elle peut nous faire peur parce que c'est bien de savoir que nous, on a plein d'éoliennes et de solaire et tout. Mais sur le transporteur, sur le logisticien, quelles conséquences pratiques? Pas vraiment. Hein, pas vraiment, parce que lui, il aura affaire à un prix qui sera un prix mondial. Mais c'est vrai que le Maroc a un rôle à jouer dans la décarbonation de l'économie mondiale. Ça, c'est vrai. Hein. Est-ce que c'est une conséquence directe et positive pour le logisticien marocain de base? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, Sibnima. Je vois une deuxième main se lever dans le fond. Merci, M. Benima. Vous avez bien dit que 70%... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous lever, vous présenter? Merci. Abdelrahman, industriel textile. Je disais que vous avez bien dit que les 70% concernent ce problème de décarbonation et le transport. Je vois que le Maroc essaye depuis un certain temps maintenant de pousser tout ce qui est ferroviaire,
c'est-à-dire chemin de fer, je pense que c'est la solution. Même bien sûr pour le fret et pour le transport, c'est à l'échelle mondiale de pousser bien sûr le train. Le deuxième élément, qu'en est-il de l'énergie nucléaire et disons, de tout ce qui est aujourd'hui développement de petites centrales sur lesquelles il y a de l'information sur les réseaux, etc., qui dit que dans 10 ans ou plus tard, il y aura une certaine maîtrise pour avoir des petits générateurs nucléaires sur du transport, pas en commun, mais de gros transports. Merci. Moi, je suis depuis toujours un nucléariste convaincu. C'est-à-dire que je suis très content de dire et de voir que tout le monde dit la même chose, à savoir que l'énergie nucléaire, n'est-ce pas, est moins polluante que les autres formes d'énergie et que c'est une énergie zéro carbone. Ben, une fois qu'on a dit ça, après le problème du coût de revient. Pendant longtemps, j'ai cru comme tout le monde que l'électricité nucléaire était bon marché. Un peu plus cher que l'hydroélectrique, beaucoup moins cher que l'électricité thermique. Apparemment, avec toutes les contraintes à long terme sur les centrales, il apparaît que le nucléaire n'est pas si bon marché que ça. Et nous qui allons être en compétition, en concurrence sur la fabrication de l'hydrogène, avec la fabrication de l'hydrogène par le nucléaire en Europe, je suis convaincu que nous serons 2 fois moins chers au moins. Hein? Donc le nucléaire, c'est très intéressant pour les chemins de fer, par exemple, vous avez dit. Moi, je rappelle que l'ONCF a déjà annoncé que le borac était entièrement alimenté en énergie verte. Ça ne veut pas dire que l'électron qui sort de l'éolienne va au borac. Ça veut dire qu'ils achètent l'électricité, ils regardent combien ils consomment, et ça, il se trouve que leur contrat d'achat en énergie verte couvre les besoins de le borac. Mais ils ont aussi annoncé que les nouveaux contrats qu'ils font, ils seront à 100% en énergie verte. Et c'est pour ça que le rail, je l'ai dit, déjà, elle contribue peu parce qu'il est en électricité, mais maintenant on va plus loin, même l'électricité consommée par le rail, on s'arrange pour qu'il soit décarboné. Il y a des trains qui circulent déjà à l'hydrogène en Allemagne, hein. Il y a des choses à attendre. Donc, dire que dans 10 ans, dans 20 ans, si nous, Marocains, on a intérêt à avoir une centrale nucléaire, ce serait pour nous débarrasser des centrales charbon et des centrales à gaz naturel. Ça va venir tôt ou tard, ça va venir tôt ou tard. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et pour l'instant, la pression qui est mise chez nous, et à juste titre, c'est de développer les énergies renouvelables. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? En tout cas, merci beaucoup Sibin Hima. C'est vrai que le Maroc a un potentiel en énergie renouvelable qui fait partie des meilleurs au monde, justement parce qu'on a cette richesse d'avoir une très très bonne complémentarité entre le solaire et l'éolien. Et c'est ce qui fait de nous un très très bon candidat pour le développement des énergies renouvelables. Donc merci beaucoup à Idriss Ben Hima sous vos applaudissements. Merci infiniment.